Aujourd'hui, nous sommes à Strasbourg, à l'IBMC, l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire. Et je vous propose de partir à la rencontre de Claude Sauter, chargé de recherche au CNRS. Grâce à lui, nous allons plonger au cœur des molécules du vivant. Suivez-moi! Bienvenue à l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire et bienvenue pour cette exploration au cœur des molécules du vivant. Cet institut héberge 3 laboratoires, dont le nôtre, le laboratoire ARN, et nous nous intéressons aux molécules qui constituent les organismes vivants. Nous essayons de comprendre comment ces molécules sont faites, à quoi elles ressemblent et comment elles interagissent et font leur travail au sein des cellules vivantes. Pour comprendre comment fonctionnent ces molécules, il va être très important d'en avoir une image 3D. Et je vais vous montrer comment nous obtenons ces images grâce à la fabrication de cristaux. Lorsqu'on parle de cristaux, habituellement, nous pensons à des minéraux qui peuvent être extrêmement spectaculaires. Je pense par exemple à ces immenses cristaux de schiste qu'on peut trouver dans une grotte mexicaine, à Naica. Mais là, je vais vous parler de cristaux qui sont beaucoup plus petits et qui sont des cristaux artificiels que les biochimistes comme moi fabriquent dans leur laboratoire pour en savoir plus sur les molécules qui sont justement à l'intérieur du cristal. Les cristaux dont je vous parle ne sont pas du tout aussi spectaculaires que ceux qu'on peut trouver dans la nature. Ils vont être beaucoup plus petits. En général, il est rare qu'ils atteignent la taille d'1 millimètre. Mais c'est amplement suffisant pour ce que nous allons faire par la suite. Donc voici un exemple de cristaux que nous avons réalisé au laboratoire avec une molécule issue d'une cellule humaine. C'est une protéine qui est une enzyme, c'est-à-dire une protéine qui fait une réaction chimique à l'intérieur de nos cellules. Et ces cristaux, vous allez le voir, vont nous permettre de comprendre comment fonctionne cette molécule. Alors pourquoi utiliser des cristaux en biologie ? Il se trouve qu'il y a 100 ans, et nous fêtions le centenaire l'année dernière, une nouvelle discipline est née, c'est la cristallographie. Un physicien allemand, Max von Laue, en 1913, a découvert qu'en mettant un cristal de sel, du simple sel de cuisine, dans un faisceau de rayons X, on obtenait une image tout à fait inattendue, montrant que le cristal interagissait avec ces rayons X et, en quelque sorte, les déviait. Il a obtenu une image qu'on appelle image de diffraction qui a complètement révolutionné notre connaissance des atomes et des molécules. L'année suivante, les Bragg, père et fils, ont construit une théorie mathématique qui a permis d'expliquer comment ces taches se formaient sur le film photographique lorsqu'on mettait ces cristaux dans les rayons X. Et grâce à cette théorie, pour la première fois, ils ont pu expliquer et décrire comment les atomes, dans le cristal de sel, s'empilaient de façon régulière pour faire ce cristal. C'était la première fois qu'on arrivait à voir des atomes à l'intérieur d'un cristal. Ça a été une telle révolution que dès l'année suivante, dès l'année qui a suivi leurs observations, ces 3 scientifiques ont obtenu le prix Nobel. Et c'est cet événement qui a été célébré l'an dernier à l'occasion de l'année internationale de la cristallographie. 100 ans plus tard, la cristallographie est présente partout en sciences, et particulièrement en biologie, où elle est utilisée tous les jours pour sonder le vivant et observer les molécules qui composent les organismes vivants, qui composent notre corps par exemple. À partir de cristaux faits de molécules biologiques, et à l'aide de rayons X très intenses, cette fois-ci produits par un accélérateur de particules, on va analyser ces cristaux sous toutes les coutures, et à partir du signal obtenu, on va pouvoir reconstruire l'image en 3 dimensions de la molécule qui a été cristallisée. Je vais maintenant vous décrire les différentes étapes qui nous permettent d'obtenir cette image 3D. Tout commence par la purification de la molécule sur laquelle on va travailler.
Cette molécule est en général une protéine ou un acide nucléique, par exemple l'ADN qui compose nos gènes, ou l'ARN qui est une molécule très proche de l'ADN et qui nous intéresse particulièrement au laboratoire. Pour obtenir des molécules pures et les cristalliser, nous allons tout d'abord les faire produire par des cellules, puis nous cassons les cellules et séparons le jus cellulaire afin d'obtenir la molécule qui nous intéresse. Pour ce faire, nous allons utiliser différentes méthodes qui permettent de séparer les molécules en fonction de leurs propriétés. Par exemple, leur charge, si elles sont chargées positivement ou négativement, ou leur taille, ou leur forme. Nous réalisons cette séparation sur des colonnes chromatographiques qui contiennent justement des résines qui permettent de trier les molécules en fonction de leurs propriétés. Nous voyons là une station de chromatographie et le jus cellulaire va être injecté dans la colonne, la séparation s'effectue et les molécules ensuite sont séparées et récoltées dans des tubes à essai à la sortie de la colonne. On peut suivre leur séparation grâce à la lumière UV et sélectionner le tube qui contient la molécule qui nous intéresse. Maintenant que la molécule est pure, nous allons la cristalliser. Alors, le cristal, c'est tout simplement un solide dans lequel les molécules sont rangées de façon très régulière, on va dire un empilement régulier, périodique. Et c'est cette régularité qui va produire le phénomène de diffraction lorsque le cristal est dans les rayons X, donc phénomène qui a été observé il y a 100 ans par Max von Laue. Comment obtenir des cristaux? On peut prendre l'exemple de sel de cuisine. On va partir d'eau de mer qui contient le sel, on évapore l'eau de mer, le sel se concentre et finit par se cristalliser. C'est une méthode de cristallisation bien connue et très utilisée. Dans le cas des protéines qui nous intéressent, ce sont des molécules beaucoup plus délicates et sensibles à leur environnement. La méthode d'évaporation ne va en général pas fonctionner et il a fallu développer d'autres façons de cristalliser ces protéines. Très souvent, il suffit de rajouter un produit chimique, un sel, à la solution de protéines pour faire en sorte que ces protéines ne se sentent plus bien dans la solution, dans le jus, et se mettent à s'accrocher les unes aux autres pour constituer le cristal, qui est donc cet empilement régulier. Voilà, c'est là qu'on fait les cristallisations. J'ai un jus de lysozyme que je vais prélever. Donc je prends un tout petit volume que je dépose dans ces boîtes. Et ensuite, je vais mélanger avec la solution de sel pour faire cristalliser. Et normalement, nous voyons les cristaux qui poussent. On voit tout d'abord apparaître des volutes, puis des petits points qui sont des cristaux en train de pousser. Et nous les voyons pousser jusqu'à une taille d'à peu près un demi-millimètre. Je vous invite maintenant à me suivre à Grenoble, où se trouve un accélérateur de particules, un synchrotron, qui produit les rayons X très intenses utilisés par les biologistes pour étudier leurs cristaux. L'étape qui suit la cristallisation est l'analyse du cristal sous rayonnement X. Rappelons qu'un cristal est un solide dans lequel les molécules sont organisées de façon régulière. Cette régularité ou périodicité d'empilement est très souvent à l'origine de l'aspect géométrique et des formes harmonieuses des cristaux. Elle leur confère surtout la propriété d'interagir avec les rayons X et de produire un signal très intense par un phénomène appelé diffraction. Il en résulte des clichés ou images de diffraction qui nous renseignent sur la forme de la molécule présente dans le cristal. L'analyse préliminaire d'un cristal peut être réalisée au laboratoire. Le cristal est introduit dans un tube capillaire en quartz que l'on place dans le faisceau de rayons X. Le signal de diffraction est recueilli à l'aide d'un détecteur. Pour une analyse plus précise, il est fait appel au rayonnement X beaucoup plus intense produit par un accélérateur de particules appelé synchrotron. Rendons-nous au synchrotron européen à Grenoble,
un des instruments les plus grands et performants dans le monde à ce jour. Différents types de rayonnement, dont les rayons X très intenses qui nous intéressent, sont produits par des paquets d'électrons qui circulent dans l'anneau central. Ces rayons sont recueillis et utilisés dans des stations expérimentales disposées tout autour de l'anneau. Nous voici dans la salle de contrôle d'une de ces lignes de lumière. L'échantillon est placé dans la cabane expérimentale entre le détecteur et l'arrivée du faisceau de rayons X. Un cristal est pêché sous le microscope à l'aide d'un lasso, puis il est congelé dans un flux de gaz à très basse température pour minimiser les effets de l'irradiation. Puis le cristal est centré dans le faisceau de rayons X à l'aide d'une caméra. Une fois le cristal en place, les chercheurs quittent la cabane expérimentale et referment la porte suivant une procédure de sécurité très scrupuleuse, éliminant tout risque d'irradiation accidentelle. L'expérience consiste à mesurer une suite de plusieurs centaines d'images pendant que le cristal tourne dans le faisceau de rayons X de manière à l'analyser dans différentes orientations. Voici une série d'images enregistrées lors de l'analyse d'un cristal de protéines effectuant une rotation de 180 degrés. Chaque tache qui apparaît à l'écran correspond à un faisceau diffracté. L'ensemble de ces images sera traité par informatique pour mesurer l'intensité de toutes les tâches de diffraction qui constituent ces étranges constellations. La position et l'intensité de ces tâches permettront de remonter à la disposition des atomes au sein du cristal en calculant une carte de densité électronique. Cette image 3D de couleur bleue représente une carte expérimentale et indique la position du nuage d'électrons autour des atomes qui forment la molécule. La construction du modèle moléculaire se fait pas à pas en interprétant la carte et en plaçant les briques d'acides aminés ou d'acides nucléiques. Cette étape fait appel à des outils de construction sur écran graphique 3D assistés par ordinateur. Une fois la carte interprétée, on obtient l'image complète de la molécule qui a été cristallisée. Il est possible de visualiser l'ensemble des atomes ou une représentation plus schématique révélant l'architecture globale de la molécule. Nous voyons ici l'exemple d'une protéine formée par l'association de deux chaînes peptidiques identiques. Cette protéine est une enzyme, c'est-à-dire qu'elle catalyse une réaction chimique. Au-delà d'un aspect purement architectural, ces images nous renseignent sur le fonctionnement même des molécules biologiques et leur façon d'interagir au sein de la cellule. Elles nous révèlent par exemple comment une enzyme reconnaît une molécule plus petite pour réaliser une réaction chimique. Le type d'étude structurale que nous venons de retracer est à la fois utilisé en sciences fondamentales pour comprendre les fonctionnements des macromolécules biologiques, mais aussi sur un plan beaucoup plus appliqué pour développer des molécules actives qui conduiront aux médicaments de demain. J'espère que ce film vous a permis de voir quel est le travail quotidien des chercheurs au laboratoire et de vous faire comprendre quelle est l'importance pour nous d'avoir ces images en 3 dimensions des molécules que nous étudions. Depuis 60 ans, la biocristallographie a fourni aux biologistes énormément d'informations très utiles. Depuis la première image 3D déterminée dans les années 60, celle de l'hémoglobine, que nous utilisons tous les jours pour respirer, pour transporter le dioxygène de nos poumons à nos cellules, des informations sur des protéines qui réalisent des réactions chimiques dans les cellules, le lysozyme, dont nous avons parlé tout à l'heure, des virus de plantes, qui sont d'énormes assemblages que l'on peut également cristalliser et étudier de la même façon par diffraction des rayons X. Par cette méthode, nous avons également appris comment l'ADN de nos chromosomes est reconnu par des protéines, interagit avec ces protéines, et comment il se compacte sous forme de chromosomes en s'associant à des protéines pour former des espèces de colliers de perles, dont on voit une perle ici déterminée par cristallographie. Très récemment, les biologistes ont également réussi à cristalliser et à étudier
la petite usine qui fabrique les protéines à l'intérieur de nos cellules et qui s'appelle le ribosome. Ce ribosome est constitué de l'assemblage de plusieurs dizaines de protéines et d'ARN. Grâce à cette image, nous pouvons comprendre très précisément comment fonctionne le ribosome. Pour prendre un exemple du laboratoire, nous étudions des protéines qui reconnaissent des acides nucléiques, des ARN, pour réaliser une réaction chimique. Grâce à ces images 3D, nous pouvons comprendre comment ces molécules se reconnaissent les unes les autres et comment se fait la réaction chimique au cœur même de l'enzyme. Ceci nous permet de comprendre le fonctionnement intime de cette enzyme et aussi les dysfonctionnements qui sont liés à des mutations qui sont simplement des petits changements au sein de cette protéine, petits changements qu'on va trouver dans certaines maladies humaines. Pour conclure, j'aimerais insister sur le fait que la cristallographie est une science sans frontières. Vous l'avez vu, je suis biologiste, mais je travaille avec des physiciens qui me fournissent les grands instruments comme le synchrotron que vous avez vu, des ingénieurs qui permettent de réaliser les expériences, de fabriquer le matériel. Il y a également, vous pouvez vous en douter, un peu de mathématiques là derrière pour traiter le signal, pour exploiter le signal et construire ces images 3D. Beaucoup d'informatique. Et nous travaillons main dans la main avec nos collègues chimistes, par exemple pour concevoir de nouvelles molécules qui vont interagir avec les protéines que nous étudions. Un dernier volet très important du travail du chercheur, c'est la communication de ces résultats sous la forme d'articles scientifiques. Et j'ajouterais que l'ensemble des images 3D que vous avez vues dans cet exposé sont disponibles publiquement sur un site internet dans lequel l'ensemble des cristallographes à travers le monde partagent cette connaissance entre collègues, mais aussi vis-à-vis du grand public. J'espère que cette plongée au cœur des molécules du vivant vous a passionné autant que moi, et je vous propose maintenant de répondre à vos questions. Voilà Claude, merci pour ce voyage au cœur des molécules du vivant. J'espère que ce petit film vous a plu et nous attendons vos nombreuses questions. Je vois qu'il y en a déjà qui se sont affichées. Qu'est-ce que le jus cellulaire ? C'est Julie de Saint-Louis qui nous demande ce qu'est un jus cellulaire. C'est un terme que j'ai utilisé dans le film. Et on utilise en général plutôt le terme technique d'extrait cellulaire, mais c'était pour illustrer. C'est un peu comme quand vous allez prendre des fruits, des cerises, des groseilles. Pour extraire le jus, vous allez les broyer et sortir ce jus qui contient des sucres, des colorants, la couleur, pour faire un sirop, un peu le jus. Alors, on va procéder de la même façon avec les cellules qu'on étudie. On va par exemple partir de bactéries auxquelles on aura fait fabriquer une protéine qui nous intéresse. On va casser ces cellules bactériennes et on va en extraire donc un jus, une solution qui contient l'ensemble des protéines ou des molécules qui sont à l'intérieur de ces bactéries et qui leur permettent de fonctionner. Alors, il faut imaginer que ces molécules, elles sont des millions, des milliards. À l'intérieur de chaque cellule, on va avoir plusieurs dizaines de milliers de protéines différentes et une seule famille va nous intéresser. Donc on casse ces cellules, on récupère le jus qui va contenir l'ensemble des protéines, des molécules, et ensuite on va les trier pour en extraire celles qui nous intéressent et qu'on va étudier par la suite. Voilà pour le jus cellulaire. Le jus cellulaire, d'accord, très bien. Les protéines sont-elles des marqueurs de maladie, entre parenthèses, cancer ? Oui, effectivement, les protéines peuvent être des marqueurs de maladie. Je pense par exemple à la maladie d'Alzheimer, où on va avoir une protéine, toujours une protéine, qui avec l'âge va se transformer légèrement, va changer de forme, ce qui va provoquer son association à d'autres protéines identiques pour former des plaques qui vont faire que le cerveau fonctionne moins bien. On avait le même type
de phénomènes qui se passaient dans la maladie on a entendu il y a 10-15 ans la maladie de la tremblante du mouton, avec aussi ses impacts sur l'homme. On avait à chaque fois une protéine qui donnait lieu à une maladie. De même, dans le cancer, on peut avoir, donc je le disais tout à l'heure, vous imaginez les cellules, que ce soit des bactéries, mais les cellules de notre corps fonctionnent un peu de la même façon. On a toute une diversité de protéines qui font chacun un travail bien précis dans la cellule. Et le cancer va souvent être provoqué par un petit changement dans la quantité d'une protéine qui va tout à coup devenir hyperactive, par exemple, et ce qui va complètement changer le fonctionnement de la cellule et faire qu'elle se multiplie énormément et provoque une tumeur et un cancer. Donc oui, on peut avoir des protéines qu'on retrouve spécifiquement dans certaines maladies. Est-ce que chaque jour vous faites des découvertes étonnantes? Quelqu'un de Vendenheim, Amine. Amine, très bonne question, Amine. On aimerait bien faire des découvertes tous les jours. On a souvent des surprises. Alors, ce n'est pas forcément des découvertes. Donc, le travail du chercheur, et en particulier au CNRS, où nous essayons de, très modestement, faire progresser la science, donc aller sur des terrains qui n'ont pas encore été défrichés. Évidemment, on espère faire des découvertes. Alors, ça peut être des découvertes toutes petites, c'est comprendre une petite chose de plus sur un système qu'on étudie, une molécule qu'on étudie depuis des années. Et puis, ça peut être des choses beaucoup plus inattendues, parce qu'en cherchant, on trouve des choses, évidemment, auxquelles on ne s'attendait pas. Alors oui, on ne va pas faire des découvertes qui révolutionnent la science tous les jours, mais il arrive qu'on découvre des choses. Oui. Et c'est ce qui nous fait avancer, d'ailleurs. Oui. Alors, pourquoi l'image en 3D des molécules est-elle utile? Que permet-elle de découvrir? À quoi sert l'image 3D? Alors déjà, avoir une image toute simple des molécules sur lesquelles on travaille, c'est extrêmement précieux. C'est comme quand vous parlez à quelqu'un, vous êtes content d'avoir l'image de la personne en face de vous, voire d'avoir la personne en face de vous, c'est plus simple de communiquer. Alors nous, pour étudier nos molécules, il faut savoir qu'avant, les méthodes qui ont été présentées dans le film, comme la cristallographie, les biologistes ne voyaient pas les molécules sur lesquelles ils travaillaient. Ils travaillent toujours d'ailleurs, dans le tube à essai, et il faut avoir un certain degré d'imagination pour essayer de comprendre ce qui se passe dans un tube à essai où on ne voit rien. Et ce qui est formidable avec la cristallographie, c'est qu'on peut arriver non seulement à avoir une image, mais une fois qu'on a cette image, comme on calcule, vous l'avez vu dans le film, on va réussir à calculer la position de tous les atomes qui constituent une molécule, une protéine par exemple. On va calculer leur position dans l'espace, et comme nous avons des ordinateurs assez puissants et par exemple des écrans 3D, un peu comme au cinéma, nous pouvons faire tourner ces protéines et les regarder sous toutes les coutures, ce qui nous permet de voir déjà leur forme, et ensuite de zoomer à l'intérieur et de voir comment elles fonctionnent. Pour les exemples qui ont été donnés dans le film, on parlait d'enzymes, de protéines qui réalisent une réaction chimique. Eh bien, grâce à ces images, on peut voir où une petite molécule va rentrer dans cette protéine, dans cette enzyme, et va être transformée par une réaction chimique qui se produit à l'intérieur. Corentin de Mulhouse, est-ce que les maladies ont déjà été traitées grâce aux découvertes de la cristallographie? C'est une question très intéressante de Corentin sur les applications de la cristallographie en médecine. Alors je vais prendre un exemple qui parlera à tout le monde, je pense. Donc, depuis l'apparition de l'épidémie du sida, donc le virus de l'immunodéficience, le VIH, les chercheurs, dès que le virus a été découvert, ont essayé de comprendre comment ce virus infecte les patients et comment il se reproduit à l'intérieur des cellules des patients. Et ils ont isolé un certain nombre de protéines, d'enzymes, donc des protéines qui sont nécessaires au virus pour se multiplier, pour se recopier, pour faire des petits, si vous voulez. Et les cristallographes ont purifié ces protéines, les ont cristallisées pour avoir une image 3D. Et ensuite, avec les chimistes, ils ont conçu des petites molécules qui pouvaient aller bloquer le fonctionnement de ces enzymes. Et les médicaments dont vous avez certainement entendu parler, les trithérapies, les quadrithérapies, la plupart de ces molécules ont été conçues
par le travail conjoint de cristallographes qui produisent cette image, de chimistes, de pharmacologues qui conçoivent ensuite des molécules qui sont les plus actives possibles et qui sont aussi tolérées par le patient, bien sûr. Oui, d'accord. Alors, Liliane de Sarre-Union, dans votre laboratoire, sur quelle molécule travaillez-vous précisément? Alors, dans notre laboratoire qui compte plus d'une centaine de personnes, ce laboratoire s'appelle ARN pour Architecture et Réactivité de l'ARN. Nous nous intéressons particulièrement à l'ARN, aux molécules d'ARN. Alors, je vais vous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit. Vous avez entendu parler d'ADN. C'est la molécule qui constitue nos chromosomes, qui porte l'information génétique. Et l'ARN, c'est le petit frère de l'ADN. Il y a un tout petit changement chimique, un simple atome d'oxygène qui va faire que ces molécules d'ARN ont d'autres propriétés que l'ADN. L'ADN est très stable, c'est pour ça probablement qu'on l'utilise pour stocker l'information génétique dans les gènes, alors que l'ARN est beaucoup plus dynamique, il bouge plus et il va pouvoir adopter des formes tridimensionnelles 3D très différentes et réaliser des travaux très différents à l'intérieur de la cellule. En particulier, les ARN sont capables de faire des réactions chimiques. Ça peut aussi être des enzymes, comme les protéines. Ça a été une grande découverte de la fin des années 80. Alors dans le laboratoire, nous nous intéressons à tout ce qui touche à la vie des ARN, depuis leur fabrication, leur rôle dans la cellule, comment ils sont régulés, comment ils sont dégradés, recyclés, et tous les partenaires qu'ils peuvent avoir dans la cellule, les protéines par exemple. Voilà, donc vous voyez que c'est assez vaste, mais comme le titre, l'intitulé du laboratoire le dit, c'est vraiment le centre d'intérêt de l'ensemble du laboratoire. Marco de Mulhouse, pratiquez-vous de la synthèse protéique en laboratoire? Absolument. La synthèse protéique qui peut prendre différentes formes. Je disais au début, quand on parlait du jus cellulaire, qu'on va faire fabriquer à des bactéries la protéine qui nous intéresse pour ensuite l'étudier. Donc on utilise une bactérie comme petite usine pour fabriquer en grande quantité la protéine qui nous intéresse. Et là, c'est de la synthèse protéique à l'intérieur de la bactérie. Donc on va donner le gène de cette protéine à la bactérie. Le gène va être lu, va être d'ailleurs copié sous forme d'ARN, et ensuite une grosse machine qui s'appelle le ribosome, que vous avez vu dans le film, va lire cet ARN, et à partir du message qui est sur l'ARN, va pouvoir fabriquer la protéine. Ça, c'est une forme de synthèse protéique dans les bactéries. On a aussi des systèmes artificiels qu'on peut utiliser dans les tubes à essai, où on a extrait toutes les molécules nécessaires pour fabriquer des protéines à partir soit de bactéries ou de germes de blé, ou pourquoi pas de cellules de souris par exemple, et on va pouvoir faire ça dans des tubes à essai directement. Donc pour des choses qui sont plus difficiles à faire fabriquer à l'intérieur de bactéries par exemple. Y a-t-il d'autres cristaux qui se mangent, hormis le sel? Victorien de Vendenheim. Ah oui. Des cristaux qui se mangent. On a le sel et on a le sucre. Ah bah voilà. Alors ça, c'est une autre forme de... Ah, je vais plus y répondre. Oui. Alors, Suleiman de Vendenheim aussi. Est-ce que l'hémoglobine est une source importante pour la science? Si oui, pouvons-nous l'utiliser pour faire des médicaments? Alors, est-ce que l'hémoglobine est une source importante pour la science? Oui, en particulier pour la cristallographie. Comme ça vous a été illustré dans le film, l'hémoglobine et sa petite sœur, la myoglobine, qu'on trouve dans les muscles, donc l'hémoglobine dans le sang, et la myoglobine qui prend le relais à l'intérieur des muscles, qui attrape le dioxygène et qui le distribue dans les muscles, sont les 2 protéines qui ont été les premières dont on a obtenu une image tridimensionnelle. Donc là, ça fait vraiment partie de l'histoire. Et les scientifiques qui ont obtenu ces images 3D pour la première fois de ces 2 protéines ont eu le prix Nobel. Ça a eu un très grand retentissement. Et l'hémoglobine est toujours étudiée parce qu'il y a un certain nombre de maladies qui sont liées à l'hémoglobine. Et les chercheurs essaient de comprendre, ont déjà compris comment fonctionnait l'hémoglobine, comment elle réalise l'échange dioxygène, CO2 également, comment tout ça est transporté, comment le C
le monoxyde de carbone se fixe sur l'hémoglobine et peut vous empoisonner quand vous avez un feu ou une pièce mal aérée quand vous faites du feu. Voilà, tout ça. On a pu le comprendre grâce à ces images 3D. Et puis, il y a un certain nombre de maladies qui sont liées à des petits changements dans l'hémoglobine. On parle de mutations. Et c'est des choses sur lesquelles les chercheurs continuent à travailler encore aujourd'hui. Ouais. Vassine de Mulhouse, quel a été votre parcours post-bac pour avoir pu accéder au CNRS? Alors, j'ai un parcours un peu atypique, parce que j'ai un petit peu zigzagué. Mais ça vous montrera qu'en sciences, on peut souvent se réorienter. Il n'y a pas forcément un parcours direct. Alors j'ai commencé après le bac, je suis venu à Strasbourg pour faire une classe préparatoire, maths sup, maths spé, bio, donc spécialisée en biologie. Ces classes préparatoires normalement conduisent au passage de concours pour entrer dans des écoles d'ingénieurs. Et au bout de 2 ans, je me disais que ce n'était pas forcément ce qui me plaisait le plus, et je suis allé à l'université. Donc avec tout un groupe d'amis, on s'est réorienté, nous sommes allés à l'université de Strasbourg, en filière biologie, et donc en faisant une 2e année à l'époque qui s'appelait le DUG, et qui maintenant serait l'équivalent du L2. Là, j'ai découvert par un ami qui était 1 an plus loin, une autre formation qui était proposée pour un petit groupe d'étudiants et qui se situait entre la chimie et la biologie. Et à l'époque, je voulais faire de la génétique, je pensais faire de la génétique, et j'ai appris qu'il y avait cette formation qui existait, et je me suis orienté vers là. Et c'est là que j'ai découvert, entre autres, la cristallographie, la biologie structurale, ces images 3D, et ça a été une révélation, absolument. Ouais. Je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Donc après, je suis parti dans cette direction-là. J'ai été jusqu'à Bac+5, qui correspond maintenant à un master, où on a déjà, donc en dernière année de master, on est en stage au laboratoire. À l'époque, c'était presque 9 mois, maintenant c'est 6 mois. Et à l'issue de ce stage, de cette formation de master, vous pouvez vous pouvez postuler pour démarrer une thèse. Donc j'ai fait une thèse de 3 ans et demi, suite à quoi j'ai continué à me former. C'est ce qu'on appelle des stages postdoctoraux après la thèse. J'en ai fait un premier ici même au laboratoire où nous travaillions avec d'autres collègues en Europe sur la fabrication des cristaux. Et ensuite, je suis parti 2 ans et demi en Allemagne, dans un grand institut international de biologie moléculaire, pour continuer à me former. Et c'est suite à ce 2e stage postdoctoral que j'ai été recruté au CNRS. Alors ça peut paraître très long, parce que ça fait presque 12-13 ans après le baccalauréat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de la thèse, les doctorants sont payés, ce sont des chercheurs, des apprentis chercheurs, et ils ont un salaire, et en post-doctorat, ce sont des chercheurs confirmés qui continuent à se former. Voilà, donc c'est déjà un travail en soi. Donc voilà, très rapidement pour mon parcours. Mais j'ai des collègues qui font le même travail que moi, qui vont vous parler d'un parcours très différent. L'important, je crois, c'est qu'il faut trouver ce qui vous intéresse, et après, foncez, vous donnez les moyens d'arriver à votre but, et vous verrez que les enseignants-chercheurs à l'université, ou soit dans une école d'ingénieur, quand ils ont des étudiants en face d'eux qui sont motivés, ils les poussent. Et il y a énormément de possibilités, et en particulier de partir à l'étranger pour se former. Les programmes Erasmus, tout le monde en a entendu parler, ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier et dont il faut profiter. D'accord, très bien. Paul de Sarre-Union, quel est précisément votre travail au quotidien? Mon travail au quotidien, c'est une vaste question. C'est très diversifié. Donc je disais tout à l'heure que nous nous intéressons au fonctionnement des molécules. Donc ces molécules, il va falloir les purifier, les extraire, les cristalliser. Une fois qu'on a les cristaux, vous l'avez vu dans le film, nous allons analyser ces cristaux. Évidemment, tout ça ne se fait pas en une journée. Donc le travail avance au jour le jour en fonction des étapes. Mais vous avez vu l'ensemble des étapes dans le film. Il y a aussi toute une partie
de gérer le laboratoire, les collaborateurs, nous avons des stagiaires, nous avons des doctorants avec qui on travaille, ça veut dire qu'il y a des réunions de travail, il faut organiser ce que chacun fait, coordonner, on ne travaille pas seul, donc on essaye de se coordonner pour organiser le travail commun. Il y a aussi une partie où on va, une fois qu'on a eu les résultats, les fameuses découvertes dont on parlait tout à l'heure, nous allons rédiger des articles pour partager cette connaissance avec nos collègues, ou voir, comme on le fait aujourd'hui, avec le grand public. Et puis il y a une partie, alors quand on est un chercheur un peu plus confirmé comme moi, il y a toute une partie qui consiste à aller chercher de l'argent pour faire les recherches que nous réalisons au laboratoire. Donc nous allons répondre à des appels d'offres. Par exemple, certains ici travaillent sur le virus du sida, on en parlait tout à l'heure, et ils vont répondre à des appels d'offres pour avoir des financements de l'Agence nationale de recherche sur le sida, par exemple. Donc ça fait aussi partie de notre travail d'aller chercher des financements pour pouvoir démarrer de nouvelles recherches et ensuite écrire des rapports pour dire ce qu'on a fait et justifier de l'argent qu'on a eu et comment on l'a utilisé. Très bien, ok, c'est clair. Antonin, à Mulhouse, une question au contenu. On dit souvent que certains virus évoluent. Lorsque cela a lieu, leur image change-t-elle et de quelle façon? C'est une excellente question. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu l'épidémie de grippe. Et vous avez peut-être entendu que même des personnes vaccinées ont pu être malades. Donc le virus de la grippe change chaque année et qui se produit des mutations dans son patrimoine génétique qui font qu'on va changer un tout petit peu la surface du virus. Donc vous imaginez le virus, c'est un peu comme une boule, enfin, ce virus-là, et les protéines ou les molécules qui sont à la surface peuvent changer par des petites mutations. Alors quand on fait un vaccin, on va prendre un mélange de virus qu'on connaît déjà, qui sont déjà apparus, en espérant qu'ils ressemblent suffisamment au virus qui va venir, qui va varier, pour que le patient à qui on a injecté le vaccin produise des anticorps pour lutter contre ce nouveau virus quand il arrivera. Mais si le virus change un tout petit peu trop, les anticorps qui sont très très actifs et qui fonctionnent bien, mais ils sont on appelle ça spécifiques, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent vraiment quelque chose de particulier. Donc si on change l'endroit où ils viennent s'accrocher, ils fonctionneront moins bien ou pas du tout, ce qui fait qu'on peut être malade. Alors c'est dans l'intérêt du virus de changer rapidement pour que nous, les êtres humains, nous n'ayons pas d'anticorps pour l'empêcher de se multiplier dans notre corps. Et la même chose se produit avec le virus du sida, avec l'ensemble des virus. Les virus ont pas mal de stratégies qui leur permettent justement d'échapper à nos défenses immunitaires et pouvoir continuer à exister. Antoine de Vendenheim, est-ce que les cristaux sont fragiles ou résistants? Est-ce que les cristaux sont fragiles ou résistants? Tout dépend de quels cristaux on parle. Si vous preniez des cristaux de sel ou de sucre, vous voyez que vous pouvez les écraser avec votre cuillère ou votre fourchette, vous les sentez, mais vous sentez que ça crisse un petit peu, donc ils sont relativement solides. Quand on parle de cristaux de protéines, c'est très différent. Parce que vous avez aussi vu dans le film, les cristaux de sel donc sont formés de deux types d'atomes, on va parler d'ions parce que c'est des atomes qui sont chargés, du sodium et des chlorures. Et finalement, quand on les empile dans le cristal, ils vont être très proches les uns des autres, et ça va être un empilement, on peut rien mettre d'autre. Entre les boules, c'est du vide, il n'y a rien d'autre. Les protéines sont beaucoup plus grosses. Une protéine, ça va être plusieurs milliers d'atomes qui forment cette molécule. La forme va, en général, pas être sphérique, ça va pas être une belle boule, ça peut être très irrégulier, et donc quand on empile ça, on va avoir beaucoup d'espace qui reste libre entre les molécules, c'est pas du vide. En général, il va y avoir de l'eau. On appelle ça le solvant. Il va y avoir de l'eau avec quelques ions, quelques sels qui se promènent, mais qui se promènent librement. Ce qui fait que les cristaux de protéines sont beaucoup plus fragiles. Et souvent, on dit,
en rigolant entre nous qu'il vaut mieux pas trop les regarder parce qu'ils pourraient presque disparaître, le simple fait de les observer. Mais c'est presque vrai. Vous avez vu dans le film que pour les analyser, nous les attrapons, nous les pêchons avec un tout petit lasso. Vous imaginez que ces cristaux donc, font moins d'un demi-millimètre, même un dixième de millimètre, c'est tout petit. On va attraper ça à la main avec un lasso. Et le simple fait de les toucher, ça peut les faire s'effondrer. De même, comme ils vont être constitués entre 40 et 80% d'eau, donc toute cette eau qui est entre les molécules qui sont empilées, si vous les sortez de leur jus, de la solution, ils vont aussi s'effondrer sur eux-mêmes. Donc on a développé des méthodes pour les stabiliser et pour les manipuler sans les détruire. Combien de temps mettez-vous pour avoir une image 3D d'un cristal? Marco de Mulhouse. Donc combien de temps pour obtenir une image 3D? Ça c'est une excellente question. Il peut y avoir la réponse va être variable. Lorsque tout se passe bien, c'est-à-dire qu'on a, vous l'avez vu dans le film, l'ensemble des étapes. Il faut d'abord purifier la protéine qui nous intéresse, puis il faut la cristalliser, analyser les cristaux et à partir du signal de diffraction, de ces petites taches, calculer l'image 3D. Quand la purification peut être difficile, mais alors je vais parler du cas favorable. On va faire fabriquer, on va cloner un gène, on va faire fabriquer à une bactérie une protéine en peut-être une quinzaine de jours, on peut obtenir la protéine pure quand tout va bien. Ensuite, on va chercher les conditions qui permettent d'obtenir des cristaux. Là encore, si on a un petit peu de chance, pas de chance, mais c'est la technique, hein, en une semaine, 15 jours, on peut avoir les premiers cristaux. Alors admettons que là, on a beaucoup de chance et on puisse aller au synchrotron dans la semaine qui suit. Parce que là, ça c'est pas gagné parce qu'en général, on y va quelques fois dans l'année et c'est difficile d'avoir du temps. Donc on a un programme bien défini, mais admettons que ce soit la semaine suivante. Si les cristaux sont de très bonne qualité, qu'on a de belles tâches bien séparées, qu'on peut les analyser facilement, pratiquement maintenant avec les ordinateurs dont nous disposons, en quelques heures on peut avoir l'image 3D. Donc si on met bout à bout, dans un cas favorable, on peut faire ça en un mois. Mais ce n'est pas toujours le cas et on a eu des exemples au laboratoire où il a fallu plusieurs travaux de thèse, plusieurs thèses pour arriver à une seule image. Mais quand vous voulez cette image, vous mettez les moyens. Donc vous voyez, c'est... Il faut de la patience. Il peut falloir de la patience. D'accord. Alors après, la technique nous permet d'aller plus vite. Évidemment, on améliore les méthodes pour accélérer le processus, puisque c'est cette image dont nous avons besoin et qui nous intéresse vraiment. Amine de Vendenheim, lors d'une greffe, intervenez-vous pour congeler les cellules? Pas du tout. Non, nous ne sommes pas du tout dans cette activité. C'est vraiment une activité de médecin. Et nous sommes plutôt en recherche fondamentale. Benjamin de Sarre-Union, avez-vous un objectif précis dans vos recherches ou les recherches se font-elles un peu au hasard? Non, on ne fait pas les recherches au hasard. On a effectivement un objectif précis. Ah oui, ça coûterait peut-être un peu cher de partir au hasard. Non. Le chercheur a son projet. D'ailleurs, il fait un rapport tous les ans sur ses activités et il est suivi au CNRS. Nous sommes suivis tous les ans par des collègues. C'est pas du tout pour être derrière nous, mais pour savoir comment la science avance. Et donc ce qui m'intéresse moi particulièrement, c'est comment les molécules se reconnaissent, interagissent, font leur travail dans la cellule. Donc ces images 3D m'aident, mais les images en elles-mêmes ne sont pas suffisantes parce qu'en fait c'est un instantané, ou comme si vous preniez une photo. Et ce qui nous intéresserait, c'est de faire des films moléculaires où on voit tout ça bouger. Donc on peut faire plusieurs photos dans différentes positions, si vous voulez, pour essayer de reconstituer le scénario. Et ensuite assembler tout ça et par calcul, par informatique, on essaie de reconstituer les scénarios pour voir comment tout ça bouge. Et là, je suis en train de travailler sur des nouvelles méthodes qui nous permettront peut-être dans un futur très proche de faire pratiquement du cinéma moléculaire. On pourra en temps réel faire
bouger les molécules, les faire fonctionner et les suivre à l'intérieur des cristaux, ou sans cristaux d'ailleurs. Voilà. Donc c'est le genre de recherche que j'effectue. Très bien. Victorien de Vendenheim et Ichemé de Sarre-Union, existe-t-il des risques dans votre métier? Est-ce que nous avons des risques? Oui, alors Sûrement. de tomber dans l'escalier déjà, ça il faut faire attention parce qu'on est un institut, je travaille au sous-sol et j'ai des laboratoires au 4e étage. Non, évidemment, dans un laboratoire de biologie, de biochimie, nous avons des produits chimiques, donc ça c'est un premier risque, le risque chimique. On apprend à travailler en se protégeant, en utilisant des systèmes de protection. Nous utilisons aussi la radioactivité pour certaines expériences de biochimie, donc là aussi on est formé à ça, on a des locaux qui sont prévus pour des protections, encore une fois, c'est pas de la radioactivité très active, mais voilà, il faut... Après, vous avez vu les rayons X. Les rayons X, il faut faire attention. Au synchrotron, on est extrêmement bien protégé par les procédures de sécurité. Et quand on utilise les rayons X au laboratoire, c'est pareil, on a des protections. Donc normalement, on court très peu de risques si on suit les règles. Absolument, absolument. Et la première, c'est de porter sa blouse et ses lunettes, par exemple. Ah, voilà. Alors, donc on a encore quelques questions là. Amine de Vendenheim, arrive-t-il que vos recherches n'aboutissent pas? Si oui, que faites-vous? Oui, ça, malheureusement, ça arrive. Et je veux pas dire que non, je ne vais pas dire que c'est plus souvent le cas que le fait d'avoir des... Mais ça arrive. Alors, ça peut arriver qu'on n'aboutisse pas tout simplement parce qu'on a des collègues qui ont été plus vite que nous. Ça, c'est peut-être un aspect il y a une compétition internationale. Et il nous est arrivé, même encore récemment, que des gens aillent plus vite que nous. Donc là, on se dit, on arrête, on passe à autre chose. Et des fois, il arrive qu'on ne puisse pas aboutir parce qu'on n'a pas les outils pour étudier un phénomène. Et là, on peut être amené à développer de nouveaux outils. Donc ça, c'est un aspect à côté, qui fait partie du travail de chercheur, c'est que lorsqu'il bute, il va essayer de trouver une solution. Cette solution en général n'existe pas, puisque par définition, il est en train d'avancer en terrain inconnu, et il va être amené à développer des nouvelles méthodes, des nouveaux protocoles. Voilà. Donc on essaye quand même de faire que ça avance. Tarek de Mulhouse, avez-vous un site internet ou une chaîne YouTube sur lesquelles on peut retrouver vos recherches et vos découvertes? Absolument, vous allez pouvoir trouver le site internet de l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire à Strasbourg, l'IBMC. Sur ce site, vous trouverez des informations sur notre laboratoire ARN, sur les différentes équipes. Et dans le film qui vous a été présenté, vous avez dû voir un moment un lien vers YouTube où vous pourrez revoir en entier le film qui montre l'ensemble des étapes de notre travail, depuis la purification des protéines jusqu'à l'image 3D. Donc ça, vous y avez accès sans problème. Très bien. Une dernière question. Travaillez-vous avec des industriels? Si oui, lesquels? Oui, absolument. Je travaille en ce moment avec des industriels pour développer de nouvelles méthodes de cristallisation, pour avoir des cristaux plus facilement et des cristaux de meilleure qualité, ce qui pour nous veut dire des images plus précises et donc plus utiles pour notre recherche. Et donc je travaille par exemple avec une entreprise espagnole qui me fabrique des systèmes de cristallisation que nous avons conçus au laboratoire. Et je collabore avec une entreprise allemande qui a développé un nouvel instrument qui nous permet de contrôler la fabrication des cristaux. Nous sommes les premiers clients pour cet appareil, et donc nous apprenons à l'utiliser, et en même temps nous améliorons avec l'entreprise cet instrument qui nous aidera prochainement à faire avancer nos recherches. Donc vous voyez, encore une fois, un développement technologique qui nous permettra d'aller plus loin sur des sujets qui pour l'instant sont un peu bloqués parce qu'on n'a pas les outils. Donc on continue à développer, en particulier avec des entreprises privées. Et les industries pharmaceutiques? Alors des industries pharmaceutiques,
pas moi directement, mais j'ai des collègues au laboratoire qui effectivement travaillent avec des industries pharmaceutiques pour développer des nouvelles molécules actives qui deviendront peut-être des médicaments dans les années qui viennent. Absolument. Ouais. D'accord. Ah, encore une petite question, mais après on va arrêter là. Quel est votre temps de travail quotidien, Marie-Antoinette de Sarre-Union? En théorie, ça doit être 8 heures. Non, mais c'est difficile à dire parce que quand vous faites un travail qui vous passionne, c'est difficile de s'arrêter. Ça tourne tout le temps, le soir, la nuit, le week-end, oui. Oui, des fois, il faut savoir s'arrêter. Quand on se balade dans la nature. Oui, on observe toujours des choses et puis ça nous fait penser, ça nous donne une idée, oui, c'est... Donc, oui. Difficile de répondre, c'est vrai qu'on compte pas. Bon, ben, je vois que Marco est encore en ligne. Ne travaillez-vous que sur des protéines ou bien sur d'autres types de molécules? Alors, je travaille principalement sur des protéines et sur des ARN dont je vous parlais tout à l'heure, qui interagissent avec ces protéines. Mais nous avons aussi travaillé, et nous continuons à travailler sur un virus avec des collègues de l'INRA, de Colmar et des collègues de l'Institut de biologie moléculaire des plantes à Strasbourg. C'est le virus qui attaque la vigne. Donc voilà, ça c'est quasiment un organisme donc, qui est composé à la fois de protéines et d'acides nucléiques, d'ARN, mais beaucoup plus gros que les protéines dont nous avons l'habitude. Et après, nous travaillons sur des petites molécules qui viennent interagir avec nos protéines ou nos ARN également. D'accord. Bon, je crois qu'on va finir ici. Nous n'avons plus de questions. Merci pour toutes ces précisions, Claude. Merci pour vos questions et merci d'être venu nous visiter ici à l'IBMC. Et à bientôt dans une autre séance de Science en Tourne. Merci. Au revoir. Au revoir.